À tous les aristocrates, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça nous concerne. Ce podcast donc qui parle à la jeunesse africaine des sujets qui les concernent. Ici on parle de politique, de société, d'actualité et également de tous les sujets au final qui nous concernent. Parmi les sujets donc qui nous concernent, on parlera aujourd'hui de la crise au Congo. Qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi, comment? Et pour en parler, on reçoit un invité que vous connaissez sans doute, Monsieur Patrick Beko, spécialiste des Grands Lacs et également politologue, écrivain. Bonjour Monsieur Patrick Beko. Bonjour, J'espère que vous allez bien. ça va. J'en suis ravie. Alors, comme je l'ai annoncé, aujourd'hui, on parlera donc de la crise au Congo. Je pars du principe que tout le monde vous connaît, mais vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Et S'il pour vous être bref, je suis Patrick Mbeko, je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. C'est vrai que je me suis beaucoup spécialisé sur l'Afrique des Grands Lacs, mais j'ai aussi écrit un livre sur les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, y compris un livre sur l'assassinat de Kadhafi, une enquête que j'ai menée pendant près de 4 ans. Et je suis universitaire aussi, j'ai plusieurs casquettes à mon arc. J'ai fait du journalisme, des études politiques appliquées, la diplomatie et la stratégie. Waouh. Effectivement, vous comprenez donc que ces deux personnes pour nous parler du sujet sur le Congo, parce qu'effectivement, vous avez écrit plusieurs livres. Et justement, on voudrait d'abord poser comme première question, qu'est-ce qui se passe au Congo pour ceux qui ne sauraient pas encore et qui seraient dans un monde parallèle? Mais il y a une guerre qui oppose aujourd'hui officiellement le gouvernement congolais à un groupe armé qui s'appelle le M23, le mouvement du 23 mars, qui est lui-même soutenu par le Rwanda. Ça, c'est la version officielle. Mais quand on analyse la question de très près, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une politique, d'une stratégie de déstabilisation du Rwanda qui utilise justement ce groupe armé comme paravent pour atteindre d'inavouables desseins dans la région des Grands Lacs et tout particulièrement à l'est de la RDC, dans les régions du Nord et du Sud Kivu. D'accord. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, cette guerre ne soit pas assez médiatisée, qu'elle ne soit pas aussi médiatisée que d'autres guerres, comme la guerre en Ukraine, par exemple, qui est récente pourtant, mais dont on entend plus parler que la guerre au Congo? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la guerre en RDC n'est pas médiatisée. Elle est médiatisée, mais elle n'est pas présentée de la bonne manière qui soit. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a souvent été réduite à des considérations. On a tendance à la réduire sur des questions ethnico-tribales, si on peut appeler ça comme ça. Mm. Mais on ne met pas souvent en avant l'implication, l'enjeu économique de cette guerre, parce que de toute façon, on voit bien, si on parle de Rwanda, de l'Ouganda, il y a des puissances aussi qui profitent de cette guerre. Et je parle ici des États-Unis, je parle de l'Union européenne et même de la Chine, qui sont aujourd'hui des puissances qui ont besoin des matériaux critiques. Je parle des minerais stratégiques dont regorge énormément la RDC Effectivement. et qui aujourd'hui sortent par le Rwanda pour se retrouver dans plusieurs capitales occidentales, y compris en Asie. Et donc le problème de la couverture médiatique, moi je crois que le vrai problème de la couverture médiatique, c'est l'approche, c'est l'angle d'analyse de la question, qui, de mon point de vue, pose problème. Mais il est vrai qu'on ne peut pas comparer la couverture de la guerre en Ukraine à Avec celle de la guerre en RDC. Ça, c'est totalement vrai parce que la guerre en RDC dure depuis un moment et on connaît le biais aussi hein, relatif à la couverture médiatique des questions africaines. Et on Effectivement. le voit bien aussi. Donc, il y a tous ces enjeux qui permettent de comprendre un peu la couverture dont il est question ici. Effectivement. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, parce que nous y sommes, comment est-ce que les jeunes Africains que nous sommes, à la génération à laquelle j'appartiens, peut justement apporter un plus en termes de médiatisation de ce conflit-là? Comment est-ce qu'on pourrait, selon vous, vraiment être utile au fait de médiatiser la guerre, faire en sorte que tout le monde la connaisse? Mais je pense que vous le faites déjà à travers cette émission et je vous remercie d'ailleurs de l'invitation. Et je crois qu'il faut multiplier ce genre d'initiatives, faire en sorte qu'aujourd'hui, les grands médias occidentaux, parce que ce sont eux qui ont d'une certaine manière le monopole de la propagande sur ces questions-là, mais Effectivement. ne puissent plus avoir ce monopole. Et la multiplication pardon, d'initiatives comme la vôtre, moi je trouve qu'elle est salutaire. Il faut continuer à encourager. Parce qu'au fond, il faut que les Africains comprennent que la guerre en RDC, certes, elle concerne la région des Grands Lacs, mais elle a une implication qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus conséquente. C'est Effectivement. tout le continent aujourd'hui qui est affecté par cette guerre. Et Effectivement. comme l'ont d'ailleurs dit la plupart des grands penseurs africains, c'est que si le Congo n'est pas développé, si le Congo connaît cette situation, c'est l'Afrique, c'est le développement de l'Afrique qui va C'est être ça, bloqué. exactement. Comme on dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Exactement. Et justement, vous demander, si on veut repartir dans l'historique de cette guerre, comment est-ce qu'elle commence? Quelles sont les causes profondes et réelles de la guerre, en fait? Pour comprendre la guerre, l'instabilité qui règne en RDC depuis près de 30 ans, il faut avoir un regard braqué sur le rétroviseur de l'histoire. Et je pense ici
dans le rétroviseur de l'histoire, et je pense tout particulièrement aux événements survenus au Rwanda, d'abord en 1994 avec le génocide, qui a provoqué l'arrivée massive d'une partie de la population rwandaise à l'est du Congo, dans les régions justement du nord et du sud Kivu. Et donc le nouveau pouvoir rwandais, incarné par l'actuel président, M. Kagame, pardon, avait expliqué que ces gens qui étaient à l'est du Congo, dont certains avaient pris part à la guerre civile au Rwanda, y compris dans les massacres, représentaient une menace pour la sécurité du Rwanda, du nouveau Rwanda, de Kagame. Et donc, au prétexte d'éloigner cette menace, Kagame va attaquer une première fois l'est de la RDC en octobre 1996. Donc, c'est le début de la première guerre du Congo qui verra intervenir le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Érythrée et dans une certaine mesure l'Angola. Et tous ces pays étaient soutenus par les États-Unis. Parce qu'il est important de rappeler qu'en 1996, nous sommes déjà 6 ans après la fin de la guerre froide. C'est la dislocation de l'Union soviétique. Les États-Unis décident de changer le jeu d'alliance dans la région des Grands Lacs, tout particulièrement au Congo, où Mobutu était là pendant 32 ans, l'ancien président du Zaïre, donc l'actuel RDC, et qui était l'homme des Américains. À partir des années 90, les Américains opèrent un basculement stratégique important en faisant de Museveni, le président ougandais, leur homme dans la région, parce qu'à l'époque, ça va être particulier, un peu complexe, tout ce que je vais avoir expliqué, mais je vais aller vite. Vous avez Museveni qui est au pouvoir en Ouganda depuis 1986, qui devient l'homme des Américains, qui mène une guerre secrète contre le Soudan. Et Museveni, il a dans son armée des Tutsis rwandais exilés en Ouganda qui l'ont aidé à prendre le pouvoir quelques années plus tôt, donc en 1986. Parmi ces Tutsis, vous avez un certain Paul Kagame qui est le directeur adjoint des services de renseignement ougandais et qui est envoyé aux États-Unis pour suivre une formation militaire à Fort Leavenworth. En 1990, Kagame et ses amis créent le Front patriotique rwandais, l'actuel parti au pouvoir au Kigali, et ce Front patriotique rwandais va décider de reconquérir le pays, le Rwanda, donc leur pays d'origine. C'est comme ça que la guerre civile commence au Rwanda le 1er octobre 1990. Et en 1994, vous avez le génocide, et de ce génocide, vous avez près de 2 millions de Hutus rwandais à l'est du Congo. Et donc Kagame attaque le Congo, comme je vous l'ai dit, au prétexte de sécuriser sa partie est. Mais cette guerre, elle a deux objectifs. Vous avez la guerre que mène Kagame et en arrière-scène, vous avez la guerre que mènent les États-Unis pour reconfigurer toute la région parce que le Congo est trop important pour le laisser à n'importe qui. Et en toile de fond, vous avez le contrôle des ressources naturelles. Et donc, ça, c'est la première guerre du Congo. Et donc, cette guerre va mener à l'éviction du président Mobutu, à l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila et Nassir Makizar, qui est en réalité, en fait, la marionnette des Rwandais et des Ougandais. Et donc, quand Kabila arrive au pouvoir, 1 an et demi après son arrivée au pouvoir, il décide de remercier les Rwandais, de leur demander de rentrer chez eux. Parce que les Rwandais se comportaient en conquérant au Congo. Ils prenaient des biens des gens, ils pillaient leurs ressources naturelles et ils ont massacré beaucoup de Hutus rwandais qui étaient dans les camps des réfugiés, à l'est, dans le nord et dans le sud Kivu. Et donc, quand Kabila demande aux Rwandais de partir, Kagame n'est pas content et il lance la deuxième guerre du Congo en août 1998. C'est le début d'une guerre qu'on va qualifier de la première guerre mondiale africaine parce que vous avez à ce moment-là le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi épaulés par les États-Unis qui attaquent le Congo, qui lui est défendu par les pays de la SADC, donc la communauté des États d'Afrique australe. Il y a la Namibie, l'Angola, le Zimbabwe qui interviennent du côté du Congo. Et donc cette guerre-là va perdurer pendant 4 à 5 ans. Elle va faire des millions de victimes. Et pendant la guerre, va survenir la question des ressources naturelles de manière beaucoup plus conséquente parce que l'ONU va mener une enquête et en 2001 va publier un rapport sur le pillage massif de ressources naturelles dont le Rwanda va devenir l'élément moteur. C'est-à-dire que le gouvernement de M. Kagame va mettre en place au sein du ministère de la Défense du gouvernement rwandais un bureau appelé Congo Desk, donc le bureau Congo, qui va s'occuper du pillage de ressources naturelles du Congo. Et à l'époque, on aura près de 85 multinationales qui vont venir dans la région et qui vont profiter du pillage systématique de ressources congolaises par le Rwanda et dans une certaine mesure l'Ouganda. Par la suite, il y aura des pressions internationales qui vont mener un processus de paix. Le Rwanda va officiellement se retirer du Congo en 2002-2003. Le Congo mettra en place un gouvernement d'union nationale. Il y aura des élections en 2006. Puis en 2008, va survenir un autre groupe rebelle
qui va prétexter se battre pour sécuriser les Tutsis du Congo. Or, vous comprenez ici, encore une fois, que derrière ce groupe, il y aura encore une fois le Rwanda. Oui, parce que pour le Rwanda, le Congo va devenir en fait le guichet automatique des matières premières. Et le Congo va permettre au Rwanda aussi de soutenir son budget militaire, mais aussi son budget sur le plan intérieur. De sorte que le Rwanda aura besoin continuellement de créer des groupes rebelles qui vont lui permettre de faire main basse sur les ressources du Congo. Donc c'est dans cette optique qu'il faut comprendre la guerre qui se déroule aujourd'hui avec le M23, qui est en fait le dernier né des groupes armés créés à l'est du Congo par le Rwanda. Le M23 est issu d'un groupe qui s'appelle le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple, qui a été mis en place par des Tutsis liés à Kagame. Le CNDP est issu du RCD Goma, qui a été le groupe rebelle qui avait été créé par le Rwanda lors de la Deuxième Guerre du Congo en 1998. Donc vous comprenez qu'on est dans une sorte de changement dans la continuité sur le plan géopolitique et stratégique. Donc dans cette configuration-là, le Rwanda veut contrôler une partie du Kivu, qui est très riche en ressources naturelles, et de sorte à devenir l'interlocuteur privilégié des Occidentaux dans l'exploitation des ressources naturelles congolaises. Justement. C'est un peu complexe tout ce que j'ai dit, mais c'est beaucoup d'informations, mais c'est un peu ça pour résumer la situation. Effectivement, mais je pense que si on prend le temps d'écouter et de comprendre, c'est hyper intéressant, parce que déjà, je pense que tout le monde ne le savait pas. Moi, mais il y a des choses que je découvre aujourd'hui, alors que je m'intéresse beaucoup à l'actualité africaine, à la politique africaine. Mais je ne savais pas, par exemple, qu'il y a eu plusieurs groupes avant le M23, et là, je le découvre. Exactement, il y en avait plusieurs. À chaque fois qu'il y a eu des guerres au Congo, le Rwanda a créé des rébellions. Congolaises entre guillemets, qui sont en réalité des rébellions créées au Rwanda, à la tête desquelles on place des individus qui dépendent directement du Rwanda. Donc le M23, le dernier né, comme je vous ai dit, lors de la première guerre du Congo, la guerre qui a conduit Laurent Désiré Kabila au pouvoir, le Rwanda avait créé l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Lorsque Kabila a retourné sa veste, on l'a déstabilisé en créant le RCD Goma, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Et après le processus de paix, la constitution d'un gouvernement d'union nationale, on a créé le CNDP, le Rwanda toujours. Le CNDP étant dissous, on va créer le M23 parce que le M23 a été créé par d'anciens membres du CNDP, qui lui-même a été créé par d'anciens membres du RCD Goma. D'accord. Et justement, très souvent, on se dit que le problème, ce sont les autres, que c'est l'Occident qui veut piller l'Afrique, etc. Mais dans ce cas de la guerre en RDC, on se rend compte que le problème est interne, finalement. Il est aussi interne africain, même si, effectivement, les États-Unis ont intervenu à un certain moment. Non, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les communautés internationales, même si j'ai la réponse, pourquoi est-ce que les pays étrangers ont pris du temps à dénoncer, finalement, ce qui se passe au Rwanda? Parce que c'est que récemment que l'ONU a accepté finalement que le Rwanda joue un rôle dans la guerre en RDC. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Mais parce qu'il y a beaucoup d'implications. Il faut comprendre que je vais vous donner un élément important pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe dans cette région. Lors de la première guerre du Congo, les États-Unis ont mis à la disposition de l'armée rwandaise des satellites pour coordonner l'action militaire, mais aussi identifier ce qu'on appelait des zones utiles, des zones où il y avait des ressources stratégiques. C'était comme ça pendant plusieurs années. Puis par la suite, le Rwanda est devenu la plaque tournante des minerais pris au Congo. Et ces minerais qui sont pillés au Congo ne sont pas consommés par les Africains, c'est consommé par les Occidentaux et les Asiatiques. Et donc, personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que cette guerre finisse aussi facilement. Je rappelle aussi que l'année dernière, l'Union européenne a conclu un protocole d'accord avec le Rwanda sur l'exploitation des minerais critiques qui ne se trouvent pas dans le sous-sol rwandais. C'est quand même important de le comprendre. Donc, vous comprenez la lourdeur des gens à vouloir régler cette question de manière définitive. Tant que cette guerre perdure, tant qu'on a la contrebande des ressources naturelles congolaises, le piège systématique de ces ressources naturelles se fait, les gens se retrouvent. Et c'est tout le monde qui se retrouve. Les États-Unis importent des minerais, le coltan par exemple du Rwanda, qui n'en possèdent pratiquement pas dans son sous-sol. Donc vous comprenez ici que personne n'a intérêt à ce que cela s'arrête. Mais si eux, ils n'ont pas intérêt, est-ce que les Africains, eux-mêmes que nous sommes, parce que quand on dit que si le Congo se développe, l'Afrique se développe aussi, est-ce que nous, en tant qu'Africains, on n'a pas intérêt finalement à ce que
le Congo se développe parce que l'Union africaine même n'a jamais condamné le Rwanda, sauf si je me trompe, ouvertement. Exactement, parce qu'il y a une chose que Kagame a réussi aussi, le président Kagame. Le président Kagame a quand même réussi à convaincre un grand nombre d'Africains qu'il était un panafricain qui se battait pour la souveraineté du continent africain, alors que le monsieur Kagame c'est une vraie marionnette des Occidentaux. Et je dois rappeler quand même que, vous allez me permettre cette digression, mais le Rwanda est le seul pays, hein, africain qui a soutenu quand même le bombardement de la Libye par l'OTAN. Donc, Kagame est dans son rôle. Maintenant, les pays africains, bien entendu, ne bougent pas beaucoup parce que beaucoup entretiennent de très bonnes relations avec le Rwanda. Mais aussi, il faut aussi dire qu'il y a un certain nombre des États africains qui ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. Parfois, c'est très complexe. Quand on vous présente cette histoire du M23 ou de la guerre du Congo, on a tendance à dire oui, mais c'est une affaire congolo-congolaise, ce genre de choses. Mais les enjeux sont beaucoup plus importants que ça. Et je dois aussi dire, avouer, reconnaître qu'il y a aussi des insuffisances pardon, de la diplomatie congolaise, qui fait que la RDC a du mal pardon, à faire entendre sa voix. Bah, justement, c'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'au final, bien sûr, Mm. est-ce qu'au final, la RDC n'est pas... Parce que, enfin, il faut se poser aussi la question de nos dirigeants. Est-ce que les dirigeants de la RDC sont à la hauteur du pays qu'ils gouvernent, tout simplement? Parce que lorsqu'on regarde comment est gérée la crise actuellement, entre le président qui ne vient pas à certains sommets, mais qui apparaît à d'autres sommets internationaux, enfin, je veux dire, est-ce que finalement le problème aussi, quelque part, n'est pas au niveau de nos dirigeants qui ne sont peut-être pas à la hauteur du grand pays qu'est le Congo? Mais je suis totalement d'accord. Moi, je suis de ceux qui critiquent beaucoup le gouvernement congolais parce qu'il y a une absence totale de lisibilité au niveau de la politique étrangère de la RDC. Or, en diplomatie, la lisibilité est quelque chose de très important parce que la lisibilité permet la prévisibilité. Et de la lisibilité, de la prévisibilité, on a une certaine crédibilité. Or, le problème dans le cas de la RDC, c'est qu'on n'est même pas capable de comprendre la démarche qui est celle du gouvernement congolais. Il y a des insuffisances criantes, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, il faut aussi dire que le Rwanda tire profit de, de la gouvernance problématique du Congo, Mm. tant au niveau interne qu'au niveau externe. Mm. Et donc le Rwanda tire profit de tout ça et tout le monde profite de la situation, y compris certains acteurs congolais qui profitent de cette guerre aussi, parce que quand on parle de l'exploitation des ressources naturelles, oui, le Rwanda est très impliqué, mais le Rwanda n'est pas seul. Oui. Il y a aussi des acteurs au niveau congolais qui profitent de cette situation de chaos généralisé. Wow. Et au final, on a quand même eu 30 ans de guerre. Ça fait 30 ans que la guerre dure. Pratiquement, oui. Et en 30 ans, il y a eu plusieurs dirigeants qui se sont succédés. Mais aucun d'eux n'a jamais réussi vraiment à finir la guerre. Mais parce que là, il faut dire que Mobutu est parti en 97, le 17 mai 97. On a eu Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné Oui. en 2001, en janvier 2001. Puis Joseph Kabila est arrivé, son fils, il a fait 18 ans. Et puis on a fait les Tshisekedi. Joseph Kabila, je dois quand même rappeler qu'il a été quand même l'aide de camp du général James Kabarebe, qui est aujourd'hui l'un des hommes forts du Rwanda. Bon, après, vous avez Félix Tshisekedi qui est arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses et qui a trouvé un système gangrené de l'intérieur, un système qu'il n'a pas véritablement voulu changer. Jusqu'à ce que arrive cette guerre qui le place dans une position intenable. En fait, il faut dire que du côté congolais, au sommet de l'État, il n'y a pas une vision clairement articulée qui puisse permettre de mettre fin à cette situation de chaos généralisé. Effectivement. Et selon vous, comment est-ce qu'on pourrait... Enfin, pour vous, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Qu'est-ce que notre génération a à faire? Parce que c'est ce que nous, on se demande. Ça fait... Moi, j'ai 22 ans aujourd'hui. Donc, quand la guerre commençait, j'étais même pas encore née. Mais aujourd'hui, on arrive, on se rend compte qu'effectivement, ça existe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Mais moi, je pense qu'il faut, d'abord, chacun doit agir à son niveau, mais il faut une véritable mobilisation. D'abord contre le Rwanda, et puis contre ce qui se passe au Congo au niveau de l'élite locale. Mais ça appartient aux Congolais, ça arrive aux Congolais. Aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas se déresponsabiliser, pardon. Ils ont une responsabilité face à l'histoire et face à tout ce qui se passe dans leur pays. Mais au niveau continental, au niveau panafricain, je pense qu'il faut aussi exercer d'énormes pressions sur le Rwanda. Il n'est pas normal que le Rwanda recule quand l'Occident lève le ton. Mais alors que les Africains, eux, préfèrent se taire, c'est pas normal. Et il faut surtout aussi faire comprendre au Rwanda qu'on a compris son jeu. Oui. Parce que pendant des années, le Rwanda a profité de l'aura que Kagame a su avoir au niveau international et continental pour faire n'importe quoi sur le continent. Vous parlez tantôt des pressions, parce qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui me revient en tête quand vous avez posé la question de savoir, mais pourquoi tardivement? Je vous donne un autre exemple. Au-delà des minerais stratégiques congolais,
Le Rwanda, par exemple, sécurise aujourd'hui les intérêts de Total à Cabo Delgado au Mozambique. Donc vous comprenez que la France exerce des pressions au niveau de l'Union européenne pour que le Rwanda ne soit pas sanctionné. Donc vous comprenez? Alors il appartient aux pays africains d'exercer des pressions sur le Rwanda. On ne peut pas comprendre qu'on exerce des pressions sur les pays de l'AES, Oui. mais qu'on se taise face à une crise, la crise la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que le conflit congolais, c'est plus de 6 millions de morts, Effectivement. près de 500 000 femmes violées, plus de 7 millions de déplacés. Aujourd'hui, au moment où on se parle. Et tout le monde se tait, on fait comme si de rien n'était. Donc je pense il faut se mobiliser à tous les niveaux, mais surtout au niveau africain, mais aussi congolais, pour pouvoir renverser le rapport de force tant au niveau intérieur que sur le plan extérieur et diplomatique. Mais c'est vrai, effectivement, on parlait là du président du Rwanda, M. Kagame, qui au final, on se demande souvent, c'est un personnage quand même qui est, on va dire, qui interroge, parce qu'au final, on pourrait se dire à la fois c'est un héros et c'est un zéro. Parce que dans son pays, qu'on le veuille ou pas, il a quand même réalisé de grandes choses. Le Rwanda aujourd'hui est un pays qu'on cite en termes d'exemple de réussite en Afrique, mais dans le même temps, il pille, enfin, Oui, mais en le fait, c'est pays. parce que je pense que moi, souvent, je souris parce que les gens savent du Rwanda ce que les Occidentaux ont présenté de Kagame. Oui, Beaucoup de gens ne sont pas allés regarder ce qui se passe véritablement à l'intérieur du Rwanda. effectivement. Je vais vous donner un exemple. On dit que c'est Kagame qui a arrêté le génocide. Oui, Moi, j'explique que c'est lui qui l'a provoqué et qui a voulu que ce génocide ait lieu. Parce que c'est de ce génocide qu'il a pu obtenir une certaine, comment on appelle ça, sa légitimité repose sur l'histoire, le narratif officiel du génocide. Mais qu'est-ce qui se passe au Rwanda en 1994? Il abat deux présidents. Le président Juvenal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Ntaryamira du Burundi. Ces événements déclenchent un génocide. Kagame intervient non pas pour mettre fin au génocide, mais pour remporter la victoire militaire sur les autres. Il fait pression sur l'ONU pour qu'on retire les casques bleus qui étaient là. Vous avez ça. Deuxièmement, vous avez un autre élément, c'est que quand il prend le pouvoir, et ça c'est vrai, il a quand même reconstruit le Rwanda, il faut le reconnaître. Mais à quel prix? Au prix des morts en RDC. oui. L'autre chose qu'on ne dit pas, c'est que le Rwanda, en réalité, est un pays hyper pauvre, qui dépend à De l'aide 40% internationale. de l'aide internationale et du piège du Congo. Vous enlevez ça, le Rwanda est par terre. Mais Kagame est beaucoup plus malin que les autres chefs d'État africains. Parce que Kagame a quand même évolué. Il a intégré le modèle anglo-saxon du marketing politique. Le Rwanda est un pays attractif parce que Kagame sait vendre son pays à l'étranger. Mais c'est un pays en soi qui est très pauvre et qui dépend du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir. Aujourd'hui, ce parti disparaît, le Rwanda disparaît. Et ce sont des réalités qu'on ne relève pas. Alors, sur les chiffres au niveau de l'économie, on sait aujourd'hui que le Rwanda falsifie les chiffres. Et ça a été publié, c'est sorti après une enquête interne de la Banque, je dis bien interne, de la Banque mondiale, parce que pendant longtemps, on a caché ces chiffres-là au public. Mais on voit aujourd'hui, avec les pressions qui sont exercées sur le Rwanda par l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, sur cette affaire de M23, on voit bien que le Rwanda est dans une mauvaise posture. Oui. Et lorsque le Rwanda, encore un autre exemple, lorsque le président Kagame décide de signer ce partenariat avec Arsenal, Visite Rwanda, il faut voir la réaction de certains dirigeants occidentaux qui ont rappelé que le Rwanda est un pays pauvre, qui dépendait de leur aide et qu'ils n'avaient pas à investir dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a cette image qu'on a du Rwanda qui a été façonnée par les Occidentaux pour faire de Kagame un modèle pour les Africains. Et la réalité des faits qui est beaucoup plus sombre parce que je dois quand même rappeler qu'au Rwanda, les gens crèvent de faim. Et ce ne sont pas des choses qu'on montre. Et c'est un pays où on cache les pauvres. Parce que pour Kagame, l'image est beaucoup plus importante que tout. C'est la raison pour laquelle il n'hésite pas à assassiner des gens, à menacer des gens qui essayent de révéler des choses sur la réalité du Rwanda, comme moi je le fais dans mon livre ou d'autres auteurs. Mais justement, j'allais dire, même par rapport à vous, là vous parlez des assassinats qui sont commis sur certaines personnes. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement d'étudier ce genre de sujet-là? Parce que c'est quand même au risque de votre vie aussi. Je sais, et il y a des dossiers sérieux, mais vous me pardonnerez, je ne peux pas exposer certaines choses ici. Bien sûr. Mais c'est sûr que on fait quand même attention parce que c'est un régime qui est très violent, extrêmement violent, comme je le montre d'ailleurs dans le livre que je viens de, mon dernier livre, parce que j'ai enquêté pendant longtemps, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Ils assassinent des gens à l'étranger, ils menacent des gens. Et ils sont protégés par des pays occidentaux. Je révèle par exemple ici comment des criminels recherchés par l'Union européenne ont été protégés par les pays même de l'Union européenne à l'époque
parce qu'ils entretenaient des relations avec le Rwanda. Si vous prenez le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, il y a eu un mandat d'arrêt contre des proches de Kagame. L'ancien patron des services secrets rwandais a été arrêté en Grande-Bretagne à la demande de l'Espagne qui avait mené une enquête, qui avait lancé des mandats d'arrêt parce que des ressortissants espagnols avaient été tués au Rwanda par les hommes de Kagame. Figurez-vous que la justice britannique a court-circuité ce qu'on appelle a court-circuité le mandat d'arrêt espagnol. Et le procureur espagnol m'a expliqué dans les détails comment la justice britannique s'est arrangée pour ne pas que l'ancien patron des services secrets rwandais ne soit pas inculpé par la justice espagnole. Ça, c'est entre pays occidentaux et ça vous donne une idée. Bon, un autre exemple, l'ancienne procureure du tribunal pénal international pour le Rwanda, Madame Carla Del Ponte, elle a été virée par les États-Unis et la Grande-Bretagne quand elle a voulu enquêter sur les crimes de Kagame. Parce qu'il faut... C'est terrible, là, parce que vous vous dites, mais comment pour un Africain, on est prêt à faire ça? Mais parce que cet Africain est devenu le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale. Effectivement. Et maintenant, dans la deuxième partie de l'interview, j'aimerais justement plus m'intéresser à Monsieur Patrick Mbeko. Je voulais savoir, pour ces jeunes-là qui nous regardent, comment est-ce qu'on en vient à devenir un écrivain de plusieurs livres sur des sujets, pour moi, qui sont importants? Comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à la politique quand on est jeune? Dans votre jeunesse, quel a été le déclencheur qui vous a fait comprendre que c'est ce que vous vouliez faire et pas autre chose? Mais moi, je veux vous dire sincèrement, je suis arrivé là par hasard. Ok. Moi, quand je suis arrivé au Canada, moi, dans ma vie, j'ai voulu être pilote de ligne. Ok. Quand j'ai obtenu mon visa, quand je suis venu faire mes études, c'était pour devenir pilote de ligne. Je n'en parle pas beaucoup, mais j'aime beaucoup les avions, ça c'est ma passion. D'accord. Et puis après, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, je m'intéresse beaucoup à la politique depuis très jeune Ok. et aux questions internationales. Et une fois, j'ai eu une discussion avec un ami qui est aujourd'hui professeur d'université dans une grande université canadienne, Alain Deneau, qui est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Et il avait publié un livre sur les compagnies minières canadiennes. Et pendant la discussion avec lui, on discutait, il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, monsieur Mbeko, mais pourquoi vous n'écrivez pas tout ça quelque part? Pourquoi vous n'écrivez pas? Je dis, pourquoi? Je lui pose la question, pourquoi je vais écrire? Il me dit, mais vous savez beaucoup de choses, c'est toute une bibliothèque. Il me dit ça comme ça. Mais je ne fais pas attention, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et une fois, je regarde des infos, justement la situation dans la région des Grands Lacs, je regarde les infos à Radio-Canada, et là, la version des faits qui est présentée me choque. Oui. À ce moment-là, je décide d'écrire. J'ai dit non, je dois quand même faire quelque chose. Et je vous dis, je m'assois, je prends un stylo, un papier, je commence à faire le plan de ce qui deviendra plus tard mon livre, le tout premier, de 688 pages. Wow. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une drogue. C'est parce qu'il y avait aussi une curiosité intellectuelle. Donc, comme j'ai dit, je me suis toujours intéressé à la politique internationale et j'ai complètement bifurqué sur le plan scolaire, académique, pour faire après des études qui étaient liées à ma passion, qui étaient liées aux relations internationales et tout ce qui est codex. Okay. Mais je peux dire qu'il n'y a pas de... Personnellement, je ne pense pas qu'il n'y a pas de magie. C'est une question de volonté, c'est une question aussi de faire ce qu'on aime, donc de passion. Si vous aimez l'actualité internationale, vous pouvez aussi essayer d'écrire. C'est pas évident parce qu'on peut savoir, on peut être universitaire sans nécessairement être écrivain. Oui. Ça n'a rien à voir parce qu'être écrivain, c'est vraiment autre chose. Et je peux vous dire qu'on se bonifie dans la durée. Ça, je parle de mon expérience. Ouais, c'est dans la durée, on comprend certaines choses, le style d'écriture, tout ça, ça c'est autre chose. Mais avant tout, il faut aimer, vous devez aimer ce que vous faites. Moi, aujourd'hui, actuellement, j'ai 2 bouquins que je suis en train d'écrire. Ok, wow. Ouais, en même temps. En même temps, ok. Ouais, 2 sujets complètement différents. Waouh, ça veut dire vraiment du coup vous êtes passionné par ce que vous faites. Ouais. En même temps, il y a aussi le fait que, au-delà de la passion, vous savez, la curiosité intellectuelle, parce qu'on se nourrit aussi en faisant cet exercice. Je peux vous dire qu'on apprend en travaillant sur des sujets sensibles. On apprend beaucoup. Et moi, j'ai été aussi inspiré, je dois le dire, par des gens qui avaient déjà fait ce travail-là avant moi. Des gens comme Pierre Péan, Charles Onana, ce sont des gens qui étaient là, qui sont des précurseurs, si je peux les appeler comme ça, et ce sont des gens qui m'ont inspiré aussi. Mais il y a beaucoup de curiosité, il faut aimer ce qu'on fait, et puis moi, je suis quelqu'un de très rigoureux aussi dans ce que je fais. Oui, dans le travail, je suis très rigoureux. Je doute de moi-même constamment.
Et le Patrick Beko étudiant ou alors élève, comment étiez-vous? Parce que par exemple là j'étudie l'histoire de plusieurs dirigeants africains, plusieurs personnalités africaines et je remarque qu'il y a souvent des points communs entre eux. C'est qu'en réalité quand ils sont étudiants, ce sont souvent des personnes qui vont par exemple, on va dire quoi, mener des grèves par-ci, être, on va dire révoltants, Mm. ou alors se révolter contre certaines choses. Par exemple, j'ai lu que Sékou Touré, à l'école, il avait grévé contre la nourriture qui était servie à l'école parce qu'il trouvait que c'était pas normal que les Noirs aient une certaine nourriture et les Blancs. Est-ce que vous étiez ce genre d'élève-là qui était souvent... euh, Contestataire. Ouais, on va dire ça exactement. Pour vous dire vrai, j'ai toujours été contestataire de nature, c'est vrai. C'est très bizarre parce qu'un ami ivoirien me le rappelé une fois, avec qui j'ai étudié, il a dit, ben, celui-là a toujours été contestataire dans tout ce que je fais. J'ai toujours tout questionné. Questionner. Et ça, c'est vrai. J'ai toujours vraiment été comme ça. Et je ne sais pas si c'est... Parfois, si cette trajectoire est liée à, à cette personnalité, mais je pense que quelque part, ça joue parce Mm. que je dois dire que je suis quelqu'un, même à l'université. À un moment, j'avais arrêté mes études universitaires Wow. parce que je ne croyais pas en ce qu'on disait. Ok. Et c'est un ami médecin qui m'a dit, ben, peut-être tu dois reprendre tes études. J'ai dit, je m'en fous. Je n'apprends rien, il raconte n'importe quoi. J'étais Mm. très révolté. Mm. Donc, et finalement, il m'a dit, écoute, vas-y. Et puis, il faut faire ce travail de contestation à l'intérieur du système. Mm. Et rapidement, je lui donne aujourd'hui, je l'en remercie d'ailleurs, je le remercie pour ça parce que aujourd'hui, je crois que les universitaires africains euh, doivent être dans la rupture, je crois, parce que ce que nous avons appris, ce que nous savons, la plupart du temps, provient de l'Occident, provient Tiens. du système colonial. Et justement, moi, si je m'investis beaucoup aussi dans ce genre de travail, c'est pour présenter une vision africaine, une compréhension africaine de ces problématiques géopolitiques, que ce soit sur le Rwanda ou même sur la Libye. Oui. J'ai écrit un livre sur Kadhafi Mm. de 620 pages, et je le dis sans aucune prétention, je ne pense pas que quelqu'un fait un travail comme ça, Comme ça. de ce niveau-là, parce que je présente une compréhension, je présente des faits totalement différents de ceux que nous savons. Par exemple, Kadhafi a toujours été présenté comme un terroriste. Oui. Je démontre qu'il n'a jamais été terroriste. Mm. Ça peut surprendre, Effectivement. mais je me base sur des documents. Je mène des enquêtes. Euh, et j'ai l'avantage, si je peux dire comme ça, d'avoir plusieurs casquettes. Autant Mm. je suis universitaire, autant de par ma formation académique, je suis détenteur, je n'aime pas dire ça, je n'aime pas parler de ça, mais de plus de 5 diplômes quand même. Oui. Et donc, dans des domaines très Différent. spécifiques et Ok. différents, oui, qui part des sciences politiques aux études politiques appliquées, Mm. à la diplomatie, à la stratégie, à la communication stratégique, et tout ça. Et tout ça m'a permis d'avoir un regard très distancé des événements et avoir plusieurs approches de plusieurs événements. Je n'ai pas une approche Linéaire. simple, Mm. linéaire. Bon, voilà, parce que je sais comment les universitaires réfléchissent. Si Oui. vous êtes en sciences politiques, je connais les réflexes de l'universitaire, Mhm. le réflexe de l'universitaire en sciences po, en RI, en relations internationales. Oui. Et ce sont des réflexes qui sont différents des réflexes de journalistes. Oui, C'est effectivement. différent de... Et donc, le fait d'avoir un peu ce bagage me permet d'avoir une distance par rapport à tout ça au fait. Et en tant qu'Africain, je crois qu'aujourd'hui, les universitaires africains, même les penseurs africains, je ne veux pas Mm. dire en faire juste me limiter aux universitaires, tous Universitaire. les penseurs africains, parce que les gens les plus brillants aussi sont des autodidactes. La plupart Effectivement. des autodidactes sont des gens brillants. Donc, Mm. ce n'est pas une question d'être universitaire ou pas, mais tous les penseurs africains, tous ceux qui s'intéressent à la pensée, à toutes ces questions qui nous intéressent, doivent s'inscrire dans une logique de rupture. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'en travaillant sur les Grands Lacs, en travaillant sur la Libye, tous ces sujets, les guerres secrètes des grandes puissances, j'ai vite compris que notre compréhension était problématique. Voici, mon dernier livre, c'est 900 pages. C'est 900 pages, mais c'est un travail dans lequel je remets en question tout ce qu'on sait On sait. des événements dans les Grands Lacs depuis les 30 dernières années. Wow. Et donc, je montre comment on construit la réalité dans ce genre de travaux et comment ces réalités, par la suite, qui factuellement ne reposent sur pas grand-chose, ne résistent pas à la réalité des faits, impactent notre vision, notre perception des problématiques auxquelles nous sommes confrontés.
Et on le voit dans le cas du Rwanda et même du Congo. Effectivement. C'est parce que la perception, la compréhension est celle qui ne mane pas nécessairement de nous autres, mais qui nous a été imposée de Imposé, l'extérieur effectivement. par des universitaires. Je ne dis pas que tout ce Tout ce qu'on dit est faux, est mais faux, qu'il faut mais remettre en question quand même. oui, Faut parce poser. qu'il y a toujours ce regard africain C'est ça qui manque. qui manque Mm. et qui brouille après la compréhension des événements. Après, on se retrouve dans des situations que nous avons décrites ici, où des chefs d'État africains ne savent pas comment se positionner par rapport à cette problématique, parce que leur propre compréhension est calquée sur Occidental. exactement, ce qui se dit en Occident. Est-ce que justement le système scolaire, nos systèmes scolaires, nos différents ne sont pas à questionner? Parce que si je suis en France, moi j'ai étudié d'abord au Cameroun, je suis camerounaise, avant de venir en France après mon bac, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir changé vraiment de système scolaire parce qu'au final on m'apprenait quand même les mêmes choses. Oui, mais parce que le système au Cameroun et dans les autres pays africains a été façonné par l'ancien pouvoir colonial. Oui, effectivement. Donc, c'est le pouvoir colonial qui a façonné ce que nous savons de nous-mêmes. Effectivement. Et d'où la nécessité justement de faire un travail d'introspection, de remise en question de tout ça. C'est ce qu'a fait Cheikh Anta Diop, par Oui. exemple. Et on a vu comment il a été combattu en France. Mm. Donc, c'est-à-dire que même la connaissance, même l'histoire, tout ça là, ce sont des terrains d'affrontement idéologique. Il ne faut jamais l'oublier, il faut le garder à l'esprit. Et l'école doit être questionnée. Oui. Regardez, aujourd'hui en Afrique, on voit, il y a une tendance à rejeter ce que disent la plupart des universitaires parce qu'on a l'impression que tout ce qu'ils disent est calqué sur l'extérieur, Oui. des débats sur la démocratie, ce genre de choses. Personne ne l'entend en Afrique. On n'entend plus. C'est difficile de C'est faire ça. entendre raison. Les gens ne veulent plus l'entendre. Et ça se comprend. Parce que nous, Africains, d'une certaine manière, nous sommes des êtres hybrides. Nous sommes moitié africains. Moitié, C'est-à-dire que ok. notre âme a été contaminée C'est ça. par des influences extérieures, Mm. de sorte que notre fond est totalement désarticulé. Notre âme est totalement désarticulée. Et c'est la raison pour laquelle j'aime dire que nous, les Africains, nous sommes des êtres hybrides. Oui. Et nous devons redevenir africains, Africains. foncièrement. Est-ce qu'on pourra redevenir ce qu'on était avant, finalement? Parce que si c'est redevenir africain, parce qu'au final, comme vous dites, on a quand même eu la colonisation. Oui. On ne peut pas nier l'influence que l'extérieur a sur nous, mais est-ce qu'on pourra redevenir vraiment les Africains, on va dire, de la base? Est-ce que c'est possible? Actuellement, avec l'avènement des réseaux sociaux, de la mondialisation, la globalisation, tout ce qu'on veut, Mm. ça risque d'être difficile, mais c'est Mm. pas impossible. C'est pas impossible. Il faut faire un travail sur soi Mm. si l'on veut mieux affronter l'extérieur. Effectivement. Les Chinois l'ont fait, ils l'ont compris, ils l'ont fait. Ils ont travaillé sur eux-mêmes avant de se tourner vers l'extérieur. Donc le Chinois est chinois avant, l'enfant chinois qui naît en France est d'abord chinois avant d'être français. Effectivement. L'enfant africain qui naît ici est peut-être, il est afro-français avant d'être africain. Avant d'être africain. C'est pas mauvais en soi. Encore faut-il que son côté africain ne soit pas dilué dans quelque chose qui n'est pas de lui, qui n'est pas originel, qui n'est pas de lui. Effectivement. C'est ça pour moi l'enjeu le plus important, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mm. C'est une question de volonté politique dans nos pays. Mm. Ok. C'est une question de volonté politique dans nos pays. Étant donné que nous sommes des êtres hybrides, quand nous venons en Occident, ben, cette hybridité, ça devient encore beaucoup plus compliqué parce que, ouais, il y a des influences Mm. qui se mêlent à cette hybridité pour rendre la situation beaucoup plus complexe encore. Effectivement. Alors que les autres sont ce qu'ils sont quand ils arrivent ici et à la rencontre des influences étrangères, bon, ils ne vont pas nécessairement devenir hybrides, mais ils vont intégrer ce qui peut être intégré et rejeter ce qui doit l'être. Oui. Ben, nous, dans notre cas, parfois, c'est difficile. Et bon, je pense que c'est un travail qui doit commencer dans nos pays, mais dans nos familles aussi, parce que nos familles sont le reflet de nos pays, de nos structures sociétales. Effectivement. Comme je le disais à l'entame de l'émission, cette émission est vraiment destinée aux jeunes Africains, pour qu'ils s'intéressent au sujet qui nous concerne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages de 600 pages, 900 pages, etc. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui démocratiser la connaissance? C'est ce que j'ai envie de savoir. Comment faire intéresser? Parce que moi, j'aimerais que les jeunes Africains puissent parler des sujets comme ça. Qu'on ne soit pas juste à danser ou à rire sur TikTok, qu'on puisse aussi s'asseoir et se demander, demain, finalement, on sera les leaders de demain. Qu'on le veuille ou pas, même par la force de la nature, nos dirigeants vont finir par partir et il faudra passer le flambeau à cette jeunesse-là. Mais comment est-ce qu'on va préparer la jeunesse en question? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes... Enfin, moi, je sais que dans mon entourage, lire 900 livres pour un jeune,
c'est assez compliqué. Comment est-ce que Patrick Mbeko aujourd'hui participe à démocratiser la connaissance? Mais il faut déjà commencer par comment je fais. Je Oui. viens dans une émission comme la vôtre. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Quand vous Mm. m'avez contacté, Mm. j'ai regardé le profil. Je me dis toujours, quand les Africains m'invitent, surtout les jeunes, j'y vais. Ok. Toujours parce que je me dis, c'est l'avenir. Il faut faire ce travail. Il ne faut pas rester dans sa tour d'ivoire, Oui. regarder les gens d'en haut. Mm. Jamais faire ça. Et puis, et ça c'est vrai, moi on me l'a beaucoup reproché, y compris mon éditeur, sur le nombre de pages. Mm. Je peux vous le garantir. Mm. Ça c'est mon défaut. Quand je commence à travailler sur un sujet, c'est comme une drogue. Ok. Je n'arrête pas. Le livre que vous voyez là, les 900 pages, 904 pages, c'était plus de 1000 pages, Wow. plus de 1200 pages au départ. Donc j'ai coupé. Mon éditeur m'a dit c'est pas possible. Mm. C'est pas possible. Et c'était vraiment un challenge avec mon éditeur. Finalement, j'ai réussi à couper quelques pages, mais Mm. j'ai quand même 900 pages. 900. Mon éditeur n'était pas très content, je le comprends. Mm. Je le comprends parfaitement. Mais il faut rendre la connaissance disponible à tous. Oui. C'est pas dans ce genre de truc que tu le rends disponible. Ça, Oui. je l'avoue, hein, Oui. je le concède. Mm. Mais il faut en même temps, à travers ce type d'exercice, vulgariser. Oui. Vulgariser, leur montrer que ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. Mm. Moi, quand j'écris, dans toutes mes présentations, je ne parle, c'est seulement ici, je parle très rarement de mes études universitaires, Mm. parce que c'est pas important. Mm. C'est le message qui est important. Actuellement. Et je crois que la meilleure manière de démocratiser, c'est de vulgariser et de rendre accessible à tous. C'est le meilleur moyen. Et le rôle des jeunes comme vous est essentiel. Ne vous sous-estimez pas. Prenez ça très au sérieux, c'est une mission. Vous avez beaucoup à nous apprendre aussi, à nos adultes. En tout cas, vos aînés. Vous avez à nous apprendre. Ne vous sous-estimez pas. Et nous avons le devoir de vous écouter aussi. Parce que le monde évolue très vite. Les réalités d'aujourd'hui, les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et ce sera comme ça à l'avenir. Et donc, il y a des choses que vous comprenez aussi que nous ne comprenons nécessairement pas. Et vous avez cette capacité d'atteindre vos amis, les gens de votre âge que nous. Vous les comprenez mieux que nous. Le message passe beaucoup plus facilement. Donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il nous appartient à nous autres de rendre accessible et de vulgariser le message que nous portons, que nous diffusons à travers nos ouvrages ou nos interventions. Et il vous appartient à vous de les disponibiliser pour les jeunes. Pour les jeunes. De sorte à ce que tout le monde soit conscient de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas sorcier. Moi, je n'aime pas... Vous savez, les universitaires sont des mystificateurs. Ils viennent toujours avec des... Vous savez, moi, j'ai toujours dit, ça ne sert à rien, ça n'existe pas, ça ne fait rien du tout. Il faut... Tout le monde est capable de comprendre. Et j'ai écrit de manière très simple pour permettre à monsieur, madame, tout le monde de comprendre ce que je veux passer comme message dans mes bouquins. D'accord. Et quels seraient, selon vous, les conseils pratiques pour finalement avoir accès à la connaissance, lire? Ça, sans doute, vous nous direz. Mais est-ce que vous avez des auteurs, à part vous-même, à la fin, on présentera quelques de vos ouvrages que vous voulez mettre en avant. Est-ce que vous avez des auteurs, selon vous, qui méritent d'être lus? Oui. Africains. Après, ça dépend des sujets. Des sujets, Moi, je effectivement. m'intéresse beaucoup à la géopolitique, Sur la politique africaine, oui, effectivement. la stratégie. Et je dois dire aussi que ça, je le dis en toute humilité, les gens qui font le genre de travail que nous, on n'est pas nombreux Oui. du côté africain. Sur le plan, vraiment, quand je parle de la géopolitique, ces enjeux, des grosses enquêtes, parce que moi, ce n'est pas seulement un livre un peu, entre guillemets, académique. Oui. Il y a aussi une enquête derrière. Moi, j'ai cette approche multidisciplinaire en raison de ma formation, de mes formations. Oui, On peut dire ça comme ça. Mais après, des auteurs... Moi, je conseille même des auteurs occidentaux. Ça ne me dérange pas. Ce qui est important, c'est le message. C'est le travail de fond qui a été fait. C'est la rigueur qui a été présentée. Je connais Charles Onana, qui est un ami. Si on veut comprendre les événements dans les Grands Lacs, il y a Charles Onana, il y a Père Péan-Feu, Père Péan qui n'est plus de ce monde. Il y a des gens comme Honoré Ngbanda, qui d'autre Alain Deneau a écrit aussi sur les compagnies minières et sur les questions africaines. Il y a... qui d'autre? Il y a quand même plusieurs auteurs africains que je connais, mais souvent,
les auteurs africains que je connais, c'est souvent des livres un peu académiques, très ok. académiques, fermés. Souvent, les questions géopolitiques sont survolées. Il y a Hamzat Boukari, que je connais, qui a écrit un très bon livre sur le panafricanisme. Voilà, Ok. il y a plusieurs auteurs. Il faudrait peut-être aussi que nous, jeunes, justement, reprennent peut-être vos ouvrages et Exactement. qu'on les démocratise un peu plus, on va Oui, dire. je crois, parce Mm. que c'est aux Africains de faire ça avant tout. Effectivement. Bon, moi, je le dis, euh, vous savez, quand vous écrivez un livre comme celui-ci, Mm. vous pensez que ça plaît aux auteurs, certains auteurs occidentaux Bien qui sûr que sont non. présentés comme des spécialistes de la question et que je ramasse dans le bouquin? Bien sûr que non. Dans tout un chapitre, je montre comment la malhonnêteté intellectuelle règne dans les chaires de recherche sur ce genre de sujet. Si vous lisez Charles Onana, ce genre, vous pensez, ils n'apprécient pas nécessairement ce qu'on fait. Effectivement. Et c'est de bonne guerre. Mhm. Parce que les gens pensent que la science est neutre. La science n'a jamais été neutre, surtout Mhm. pas dans les sciences sociales. Elle Effectivement. n'est pas neutre. Et c'est ce que moi, j'essaie aussi d'expliquer dans ce livre. C'est pour ça que je parle de 30 ans de crimes, de manipulation, d'injustice couverts par l'Occident. J'ai donné une conférence avant de prendre l'avion, venir ici, dans une grande université canadienne. Et j'étais entouré d'universitaires, qui sont des profs d'université. Je ne veux pas Mhm. tenir des propos désobligeants à leur regard, mais je les écoutais, je me suis dit, ouais, je comprends pourquoi on n'apprend pas grand-chose. Parce qu'après, les étudiants africains sont venus me voir après pour me dire, mais euh, qu'ils n'étaient pas d'accord avec les autres universitaires. Je les respecte, Mhm. ils font leur travail, c'est leur boulot, mais il y a aujourd'hui il y a une réalité aujourd'hui qui est que dans les universités, la connaissance est encadrée. Oui, effectivement. Il faut que les gens gardent cela à l'esprit. Mhm. C'est-à-dire, c'est encadré, on dit les choses qui sont utiles au système dominant. Qu'on ne se raconte pas d'histoire. C'est la raison pour laquelle je ne mets jamais de l'avant les diplômes. C'est pas important. Parce qu'il y a des gens qui sont bardés de diplômes qui sont des parfaits idiots. Effectivement. Mais par rapport à ce que vous dites, à la connaissance qui est encadrée dans les universités, je vous ai rencontré il y a peut-être 2 ans, au premier Business Afrique, enfin au Business Africa 2023. Et je vous avais dit justement que j'avais fait un exposé en cours. Je vais être en 3e année d'université en sciences politiques. Et j'ai fait un exposé sur la guerre de l'OTAN en Libye. Et je venais à peine de commencer à lire votre livre. Et j'avais également écouté une conférence dans laquelle vous parliez de ça. Donc vous aviez à peu près expliqué un peu en globalité ce qu'on ne savait pas déjà. Et justement, j'ai fait un exposé dessus et j'expliquais que pour moi, enfin, selon un auteur que je citais bien sûr, la France, l'intervention de la France en Libye n'était pas forcément, on va dire quoi, justifiée. En tout cas, pas de la manière dont on l'a justifiée. Et toute la classe était vraiment remontée. On était quasiment 30. Je vous assure qu'à la fin de l'exposé, tous mes camarades étaient remontés. Parce que ceux qui font sciences politiques, en nature, sont des étudiants qui ont quand même des avis bien tranchés sur certaines questions. Et vraiment, c'était un chaos total. Sauf qu'à la fin, ma prof, qui n'était ni française ni africaine, elle était d'origine indienne, elle m'a mis un 18 à cet exposé-là, grâce à votre livre. Merci. Et j'ai eu d'ailleurs la meilleure note de toute la classe, malgré que tout le monde était énervé. Et aujourd'hui, des années après, le président français, Nicolas Sarkozy, est en ce moment en procès pour la même histoire. Mais à cette époque-là, quand je disais à mes camarades, justement, il y a 3 ans, que il y a quand même eu des choses moi-même, condamnables. je peux vous dire que quand j'ai écrit ce livre, plus j'avançais dans mon travail de recherche, dans mes enquêtes, plus j'étais choqué. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est un conseil que je donne, et dans tous mes livres pratiquement au début, je rappelle que je n'ai pas la science infuse, je ne crois pas avoir compris, mais je crois m'être rapproché suffisamment de la vérité. Et je rappelle aussi, j'ai l'habitude de douter de moi-même, je l'ai dit ici. Parce qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Oui. Il ne faut pas avoir un esprit dogmatique. Il ne faut pas aller pour prouver quelque chose. On va découvrir, on veut comprendre ce qui s'est passé. Et quand j'ai écrit ce livre de Kadhafi, je peux vous dire qu'à la fin, parfois je ne croyais pas ce que j'avais découvert moi-même. Et tous ceux qui ont lu le livre, il y a une dame, une Française justement, qui m'a écrit une fois, qui m'a dit, Monsieur Mbeko, je suis en train de faire ma thèse sur la Libye. Non, c'était son mémoire de maîtrise, de master sur la Libye. Et elle est tombée par hasard sur une interview, une de mes interviews sur la question. Et elle a commandé mon livre, elle l'a lu, elle m'a écrit pour me dire, j'avais envie de tout reprendre à zéro. Elle avait compris qu'en fait, tout ce qu'elle avait écrit, elle était choquée, elle m'a dit, mais je suis perdue, et je l'ai montré à mon directeur et tout ça, de mémoire.
quand il a lu le livre, lui-même aussi était choqué. Parce que je savais que j'allais être attaqué. Alors, j'ai pris le temps de travailler. Et ça, j'insiste, je le dis souvent aux Africains. Nous devons être rigoureux envers nous-mêmes pour ne pas qu'on nous accuse de quoi que ce soit. Oui. Parce que c'est souvent le problème. Hein. Ah, ben c'est un Africain qui l'a écrit, c'est Donc, peut-être pas oui. sérieux. Et comme on est parfois très émotif, C'est ça. on laisse les émotions prendre le dessus sur Mm. la raison. Mm. Et c'est un problème. Et moi, j'avais fait... Vous avez lu le livre, il y a 40 pages de documents en Mm. annexe. Mm. Maison Blanche, j'ai même Effectivement. reproduit, je pense que j'ai reproduit dans ce livre, comment on appelle ça, le rapport d'autopsie de Kadhafi, Oui. que j'avais pu obtenir à travers une source arabe. Et donc, j'ai fait un travail de fond et j'ai vu les réactions. Et ça dérangeait, Beaucoup. même dans les universités. Mm. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Mm. Mais Kadhafi est un C'est pas possible, terroriste, c'est ça, il est ceci, exactement. c'est pas possible. Mm. Mais vous dites qu'il est terroriste. Moi, j'ai eu des discussions avec le directeur de cabinet de François Mitterrand, M. Gilles Ménage, sur l'attentat de l'UTA qui avait fait près de 177 morts. Un avion de l'île français. On l'a attribué à Kadhafi. Lui, il m'explique, il me dit, M. Mbeko, nous savions que ce n'était pas les Libyens. Et je lui demande, mais pourquoi vous avez imposé des sanctions à la Libye? Il me répond, c'est parce que les Américains nous l'avaient demandé. Et j'ai reproduit les documents de l'Élysée sur ça. Je le dis pourquoi? Parce qu'il faut être extrêmement rigoureux, faire un travail de fond pour montrer que nous ne sommes pas là simplement pour débiter des inepties ou vanter une Afrique C'est fantasmagorique. Non, ça. Mm. on va présenter les faits avec la plus grande rigueur et Mm. une certaine distance. C'est tout. Et c'est sûr que justement, quand vous faites ce type de travail et que vous le dites dans le milieu universitaire où les gens ont été conditionnés À penser de certaine à façon. penser d'une certaine manière, Mm. vous devenez un problème, on C'est dit que vous ça. êtes folle, ben, c'est dans des théories, C'est théories des complots. conspirationnistes, théories de complot C'est et ça. tout ça. Mais j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses qui se comprennent dans la durée. Effectivement. Moi, quand j'écris mes bouquins, les gens disent, ah, mais il exagère aujourd'hui. Sur les Grands Lacs, j'ai écrit Stratégie du chaos et du mensonge. Mm. Vous lisez ça, c'est sorti il y a 10 ans. Vous lisez ce livre, regardez les événements Qu'est-ce qui se aujourd'hui. passe aujourd'hui? Mm. On C'est, comprend mieux. Mm. les gens se disent, c'est pas possible. C'est comme si vous lisiez dans le futur. Non, c'est simplement avoir du recul, douter de soi-même, essayer de faire un travail rigoureux. Et je le demande aux Africains, aux jeunes surtout. Ne vous laissez pas aller, on vous attaque, on va vous attaquer, on va vous ridiculiser, c'est pas le plus important. Il faut faire comme l'a dit Cheikh Anta Diop. L'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle et se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité comprenne que l'Afrique ne sera plus frustrée, que des idéologues perdront leur temps parce qu'ils auront rencontré des intelligences égales, capables de leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Et donc, pour tracer sa voie, l'Afrique doit connaître sa propre vérité, pas une vérité qui lui est imposée de l'extérieur. Effectivement. C'est de ces belles paroles, justement, qu'on va présenter votre livre, si vous me le permettez. On va le présenter. Il est disponible sur Amazon, je suppose. Sur Les Amazon autres et en livres. librairie aussi. Ok. Le livre Rwanda, Malheur aux vaincus, 1994-2024. 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Donc, Patrick Beko, préface de Johan Swinen, c'est bien ça, j'espère que je prononce bien, ancien ambassadeur de Belgique au Rwanda et en RD Congo. Donc je vous invite vraiment à le lire, mes péristocrates, parce qu'effectivement, je pense qu'il est super important pour nous, encore une fois, de s'intéresser au sujet qui nous concerne, parce que si on ne le fait pas, au final, qui le fera à notre place? On dit dans mon pays que la vie, c'est de faire de l'alliance de la nation, mais si ce faire de l'alliance de la nation n'est pas assez éduqué sur les questions qui les concernent, au final, on passera à côté de notre époque. Donc merci encore, Monsieur Patrick Beko, pour cette interview. Au plaisir. C'est vraiment un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau et j'espère qu'on se reverra peut-être pour parler de la Libye cette fois-ci, parce que je pense que vous avez énormément de choses à dire dessus. C'est ça, avec plaisir. D'ailleurs, je veux travailler à une nouvelle version qui va sortir. Du livre qui va sortir. Ouais. D'accord. Merci encore et comme on dit ici, on est ensemble ou bien.